Mon nom, c'est Coralie Laperrière. Je suis animatrice du podcast GED. Aujourd'hui, on est au Festival des technologies vertes et je suis avec Rémi Pratt. Bonjour, Rémi Pratt. Bonjour. Vous m'avez dit ça. On peut se dire tu? Oui. On va se dire tu. Absolument. Tu m'as dit que tu étais un enseignant Oui. qui mettait en pratique ce qu'il enseigne. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu enseignes techniquement et comment tu le mets en pratique? J'enseigne, on va dire, le solaire par lui-même, mais surtout l'autonomie. OK. Donc, l'autonomie, je l'ai enseigné d'abord en premier avec les gens de bateau, des voiliers. Donc, c'est les premiers gens avec qui j'ai travaillé il y a 25 ans. Okay. On arrivait à avoir des bateaux autonomes à cette époque-là. Autonome dans le sens qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de toujours revenir à bon port. Oui, parce qu'un voilier, quand il lâche les amarres, il est rendu tout seul. Fait qu'il reste son moteur, donc encore du pétrole, pour recharger ses batteries. Donc, ce qu'on a voulu, c'est se débarrasser de ça pour pouvoir être capable de naviguer sans avoir du diesel, sans avoir de pétrole à bord, ou ne pas l'utiliser. Puis c'est avec ça que vous avez dit, OK, c'est le solaire qu'il faut faire. Il y a 25 ans, quand même. C'était comment, le solaire, il y a 25 ans? C'est incroyable, ça a évolué d'une façon invraisemblable. On pouvait avoir des bateaux en autonomie complète avec 100 watts de panneaux solaires. C'est pas beaucoup, 100 Aujourd'hui, watts? on n'est plus capable parce que les mœurs ont changé, les gens ont changé. Mais 100 watts, c'était formidable. C'était vraiment des bateaux autonomes. On rêvait de dire « Ah, on va mettre le bateau à l'ancre dans une baie, puis on va pouvoir rester là 1 mois et demi si on veut, sans avoir besoin de démarrer un moteur ou d'aller chercher de l'essence. » Puis ça marchait pour vrai. Et j'ai équipé des bateaux qui ont fait le tour du monde, qui sont revenus, qui ont été vendus et qui sont repartis faire un autre tour du monde. C'est très impressionnant. Moi, c'était une passion. C'est une passion, puis c'est encore une passion aujourd'hui. Quand je travaille avec des gens, puis qu'on appuie sur le piton, puis que ça part, puis qu'on dit « Oh, wow! » Il y a comme une petite magie. Ah oui, c'est une magie à chaque fois. Les gens, ils vont vivre sans pétrole, sans apport extérieur. Ils vont tous se débrouiller par eux-mêmes. C'est fantastique. Toujours Pourquoi fantastique. c'est plus possible? Tu as dit que c'était plus possible de faire les 100 watts? Non, parce que les mœurs changent. On a de plus en plus de produits qui rentrent sur le marché. Donc, les gens vont faire... Les GPS. Oui, c'est ça. La consommation, on est de plus en plus consommateurs. Puis dans le bateau, je le vois, c'est une évidence. Le bateau fonctionnait avec rien avant. Puis aujourd'hui, ça leur prend des quantités importantes de panneaux solaires pour avoir leur autonomie. Oui, moi, mon père a eu un bateau. Je suis allée avec lui le voir aux Bahamas. Puis c'est vrai que c'est beaucoup d'équipements. C'est l'équipement de navigation, l'équipement, les GPS, même les téléphones satellites. Les sondaires, les téléphones. Puis est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on réduise ça, qu'on revienne un peu à l'essentiel? Je pense que oui. Je pense qu'on s'en va trop vers des ambitions de consommation sans s'en rendre compte, en fait. Mais oui, il faudrait diminuer notre consommation. Je travaille maintenant, toute cette technique que j'ai appris avec les bateaux, je la reporte maintenant sur les maisons. Okay. Alors, ça peut être des maisons, ou des chalets, ou des mini-maisons, des micro-maisons. Et je dis toujours, moi, vivre en autonomie, c'est une question de philosophie. Si on n'est pas philosophe en dedans, on va avoir de la misère. Parce qu'il va falloir changer son approche de la vie, sa consommation, sa façon de voir. Et ça, c'est très important. C'est quoi le changement de mentalité le plus difficile, tu penses, pour quand quelqu'un a envie de faire le move d'être autonome? C'est de réfléchir à chaque fois qu'on va faire un geste, comme utiliser son eau chaude, comment je vais faire pour me chauffer, est-ce que je vais regarder un film aujourd'hui? Parce que c'est toutes ces choses. S'il n'y a plus toute la journée, puis on n'a pas de soleil. Oui, puis ici, on est dans un climat absolument incroyable. Ouais. On a, je dirais, 3 mois de l'année où c'est extrêmement difficile d'être vraiment en autonomie. Moi, j'habite dans une maison autonome, mais je ne veux pas d'apport de pétrole. Je ne veux pas de génératrice. Okay. Ça, c'est très important pour moi. Donc, je n'aurai pas de génératrice. Tout est monté pour me débarrasser du pétrole, du gaz, d'être vraiment autonome, d'adapter ma vie, parce que j'ai la chance extraordinaire de pouvoir travailler de chez moi. Ça, c'est une chance incroyable. Pas être obligé de prendre la voiture constamment. J'ai pas besoin de prendre la voiture, j'ai pas besoin de me déplacer. Ce qui a changé, c'est maintenant, c'est les gens qui viennent me voir. Ah oui? C'est moi qui vais vers les gens, c'est eux qui viennent vers moi.
Et je trouve ça absolument fabuleux parce que les gens viennent dans une maison autonome et ils voient comment que ça se passe puis comment que ça vit. C'est quoi le quotidien d'une maison autonome, justement? Le quotidien d'une maison autonome, c'est vivre avec le soleil. Ouais. Et c'est rigolo parce que pas plus tard que hier, j'ai des gens qui sont venus me rencontrer et ça faisait déjà 3 ans qu'eux, ils vivaient dans un chalet sans électricité. Okay. Donc, ils faisaient tout avec la bougie, avec ils avaient du gaz, ils avaient le poêle à bois. Et puis, ils me disaient, tu sais, nous, le soir, l'hiver, à 4h30, on va se coucher à 6h, 7h. Et puis, on se lève le matin avec le soleil pour essayer de profiter au maximum de la journée. Ouais. Fait que là, ils font un move important pour eux, c'est qu'ils vont rentrer avec de l'énergie solaire, de l'électricité, donc ils vont pouvoir avoir une vie... Se coucher vers 9 heures. Oui, un petit peu plus long. Mais bon, là, j'ai pris un cas extrême. Et en fait, le plus difficile pour les gens, par exemple, si on va parler de tiny, de micro-maisons, de mini-maisons, c'est se débarrasser de tout le superflu qu'on a dans les grandes maisons pour rentrer peu de choses dans la petite maison. Et ça, c'est le défi de toutes les gens qui font ce mouvement-là. De ramener à l'essentiel. De revenir à l'essentiel et se dire, est-ce que je vais être capable de vivre comme ça? Puis est-ce que ta maison est juste l'énergie solaire? Est-ce qu'il y a d'autres types d'énergie que tu penses à amener là-dedans? Même pas fossile, même pas l'hydroélectricité? Non, rien. Juste le soleil? C'est juste le soleil. Je suis un expérimentateur. J'aime beaucoup essayer et vérifier. La micro-maison dans laquelle je vis en ce moment, elle a un apport solaire, mais je peux faire que des petites consommations. Mon ordi, mon iPad, mon éclairage, ça, c'est des petites consommations. Dans la grande maison, j'ai un plus grand système solaire qui est un petit peu plus que 2 fois plus important. Mais je me suis dit, mon défi, c'est me débarrasser de toutes les énergies fossiles. Puis d'avoir une maison qui va simplement utiliser l'énergie que me donne le soleil, puis de tout faire avec. Et à mon plus grand étonnement, j'y arrive. Ah ouais? Ah ouais, je suis vraiment surpris. Je suis capable d'avoir de l'eau chaude pour prendre ma douche, qui est chauffée avec mon système solaire. Quand même, ça doit pas être des douches d'1 heure comme certaines personnes. C'est ça. C'est des douches qui sont courtes. J'ai 15 litres d'eau à ma disposition, d'eau chaude, pour pouvoir prendre ma douche, ce qui est pour moi... je pourrais prendre 2 douches l'une après l'autre avec 15 litres d'eau. Oui, vraiment, c'est très impressionnant. J'ai une machine à laver. OK, Je suis impressionné. C'est une petite machine à laver, elle fait 1,6 pieds cubes, mais elle ne consomme rien. C'est ridicule, elle consomme moins que 300 watts. OK, c'est rien. Puis le séchage, on fait ça à l'air. Le séchage dehors, on a un immense sécheur dehors, c'est incroyable dans la maison. Il y a plein de techniques dans la maison. Ça fonctionne très bien. Le linge dehors, ça sent bon, c'est naturel. Oui. C'est pas d'odeur à porter, c'est les odeurs de dehors. Ouais, au lieu de mettre des petites feuilles de bande, mettre ça dehors, ça fait le même, ça fait un travail vraiment meilleur. Oui. Exactement. Puis ma maison est solaire, mais aussi elle a quelque chose que j'ai voulu apporter en plus. J'ai voulu une maison saine. C'est-à-dire que j'ai une maison où il n'y a aucun produit pétrolier dans cette maison-là. OK. Il n'y a pas de colle toxique non plus. Puis c'est une maison que je vais laisser à mes enfants, mes petits-enfants. Ça va être une maison saine. Ah, il faut qu'ils viennent là. En fait, c'est des maisons, moi je dis toujours, c'est des maisons qui prennent soin de ses habitants. Oui. C'est des maisons qui vont vous serrer, qui vont prendre soin de vous. C'est une espèce de maison vivante. C'est des maisons vivantes. Mais absolument, ce sont des maisons vivantes. Puis est-ce que c'est situé dans quelle région? Moi, je me trouve en Mauricie. En Mauricie, OK. En Mauricie? Je me trouve dans Saint-Alexis-des-Monts, qui est un petit village qui est à mi-hauteur dans la Mauricie. OK. Oui, puis j'adore, j'aime beaucoup vivre là. Je suis au bord d'une petite rivière, toute petite rivière minuscule, qui est tout à fait adorable. Et puis, moi, ce que je veux, j'enseigne. Qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne aux gens l'autonomie. Comment on fait pour être autonome? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que je dois faire? Puis, j'ai beaucoup de jeunes. Ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est travailler avec des jeunes. Pour moi, les jeunes, c'est quoi? C'est des gens de 25 ans, 30 ans, 35 ans qui veulent l'autonomie, qui veulent des petites maisons, qui veulent autre chose que des gros paiements. Ouais.
qui sont sensibilisés à l'environnement, qui veulent respecter l'environnement. C'est passionnant. Oui, est-ce que tu connais aussi les Earthships? Oui, est-ce que c'est quelque chose que tu as peut-être voulu faire aussi? Oui, est-ce que c'est un projet? C'est quelque chose qu'on peut faire quand on est plus jeune, parce que encore une fois, c'est très demandant. Oui, il faut faire les fondations en pneus, il faut les... C'est ça, il faut trouver des bénévoles, il faut trouver des gens qui viennent vous aider, c'est important. L'entraide, c'est fondamental. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'entraide, c'est fondamental. Il y a plein de gens qui me disent moi, je ne sais rien faire, est-ce que je suis capable de construire une maison? Je ne dirai jamais non, je vais toujours dire oui. C'est as-tu des amis? C'est parce qu'il faut savoir s'entourer. Ouais. Tous les gens que vous allez placer autour de vous, c'est la clé de votre réussite. Mm-hmm. Ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez réussir. Donc, la confiance, elle commence par les gens qu'on va mettre autour de soi. Ouais. Moi, je n'avais jamais construit une maison de ma vie. C'est un gars de bateau. Moi, je ne suis pas un gars de maison. Comment on fait? Il faut que je trouve quelqu'un qui sait dessiner une maison. Puis j'ai trouvé quelqu'un, à travers mes étudiants, qui m'a dit, ouais, moi, je sais dessiner des maisons. En échanges-tu? Je te dessine ta maison, puis tu viens rendre ma maison autonome. Je dis oui, ça m'intéresse. Et comme ça, j'ai appris à m'ouvrir sur les autres, à leur donner, puis qu'ils me donnent. On a fait des échanges. J'ai des gens qui sont venus m'aider à construire la maison, comme ça, parce qu'ils voulaient apprendre. Et qui viennent une journée, on ne les revoit plus, d'autres qui viennent 2 semaines, 3 semaines. J'ai même eu des gens qui sont venus pendant 3 mois. 3 mois, wow! De façon régulière. Parce qu'ils habitent avec vous dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leur petite tente, ils dormaient dans la tente à côté. C'était vraiment formidable. Ils venaient apprendre, ils venaient chercher la technique. Moi, je suis pour ça. J'adore ça, cet échange-là. Oui, parce que autonomie ne veut pas dire être tout seul, un ermite dans son coin Dieu, non plus. Non, moi, je ne suis pas un ermite, moi. Je suis l'inverse d'un ermite. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les recevoir, puis parler avec eux. Puis là, est-ce qu'elle est prête, cette maison-là? Pas tout à fait encore. Elle n'est pas tout à fait prête. Je ne veux pas rentrer dans une maison avec de la poussière dedans parce que je l'ai faite dans l'autre, puis j'aime pas ça. C'est très compliqué. Ouais. Donc, j'attends de la finir complètement. Puis là, je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans probablement au milieu de l'automne. OK. Si tout va bien. Puis c'est une maison de combien de superficie? Est-ce que c'est... c'est une bonne question, 3 étages, micro-maison? Alors, la première maison dans laquelle je vis en ce moment, c'est une 12 par 12. Donc, elle fait 12 de long, 12 de large, 12 de haut. Un petit cabanon, dans le fond. C'est tout petit. Ouais. Puis, comme elle est bien isolée, en fait, elle ne fait pas 11, elle fait 12. À l'intérieur, c'est 12. OK. Donc, j'ai appris à vivre dans du micro, mais ça ne me dérangeait pas. Je suis un gars de bateau. Donc, j'ai l'habitude des petites cabines, des petites affaires. Fait que ça, c'était pas compliqué pour moi. Puis là, ma maison a été dessinée 16 par 16. OK. Donc, je voulais vraiment une maison 16 par 16. Puis en parlant avec Eric, qui m'a fait les plans, il me dit, est-ce que tu veux une machine à laver? Je dis oui, je veux une machine à laver. Est-ce que tu veux une douche? Je dis oui, je veux une douche. Il dit, regarde, on va l'agrandir un peu, ta maison. On va lui rajouter quelques pieds de plus, puis tu vas tout avoir dedans. Donc, on a agrandi, on est passé de 16 par 16 à 16 par 20. OK. Puis 16 par 20, je suis tellement content de m'être arrêté à cette dimension-là, parce que ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Je travaille à chaque pied de plus, à chaque pied de plus, des heures de plus. Et puis ça a un impact invraisemblable. Chaque pied de plus, c'est plus de matériaux, c'est plus de déchets, c'est plus de choses à transporter. Parce que moi, je suis un peu fou. Les autos, elles ne viennent pas devant ma maison. Okay. Moi, les autos, elles s'arrêtent à 150 pieds de la maison. Pour pas les voir. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas les entendre, je ne veux pas les sentir. Ouais. Donc, on les laisse loin, on vient à pied, on transporte tout, j'ai tout transporté, tous les matériaux, mais j'aime tellement ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de la sueur de bras de plus, là, chaque pied de plus. Oui, absolument. Est-ce que tu as utilisé des matériaux recyclés, des matériaux J'ai essayé neufs? comme j'ai pu. Je n'ai pas toujours pu, mais oui, j'ai utilisé des matériaux recyclés, dont les fenêtres, entre autres, qui sont presque toutes des recyclés. J'ai des fenêtres neuves à l'étage, mais c'est des fenêtres de base qui ne m'ont pas coûté une fortune. Là, à l'étage, donc il y a 2 étages. Oui, j'ai une mezzanine, en fait. OK. Quand t'es c'est comme 2 maisons dans une. OK. La partie du bas, tu vois tout cet étage-là, tu t'habitues à vivre, puis le soir, tu montes en haut, mon bureau est en haut,
je monte, c'est comme une autre maison. Et dans ma petite maison, c'est le même effet. Entre l'endroit où on dort, l'endroit où on vit, c'est comme deux mondes à part. Ben, tant mieux parce que c'est bon aussi. Grand. Ouais, c'est ça. C'est bon pour le mental aussi, de pas tout le temps être dans l'espace où on travaille pour dormir. Oui, puis d'avoir aussi une mezzanine. On a l'impression d'avoir une grande maison alors qu'elle est toute petite. Oui. C'est toutes ces choses-là. Puis Eric, il avait su m'expliquer ça. Donc, entourez-vous. Vous ne savez pas travailler de bois. Entourez-vous de quelqu'un qui sait le faire. Moi, j'avais encore un autre de mes anciens étudiants qui construisait la même maison que moi, mais un petit peu plus loin, à 20 minutes de route. Donc, quand il allait à sa maison, il s'arrêtait à la mienne. Il me disait, bon, t'es rendu là, pour faire ça, il faut comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour poser les fenêtres. Nan. Si vous vous entourez de gens compétents, sky is the limit. Ben, puis comment on peut s'entourer de ces gens-là quand on n'est pas, mettons, professeur, justement, puis on a accès à des étudiants? Comment? Mettons, moi, c'est un de mes rêves d'être en autonomie. Comment je peux faire? Ce serait quoi les premières étapes? Par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement simple, c'est d'approcher des écoles comme, par exemple, Solutionera. Ils vont vous donner une formation, puis là, vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Qui ont les mêmes valeurs que vous. Qui ont toutes les mêmes valeurs que vous. J'étais chanceux parce que du temps on donnait, pour l'instant, on était encore en Zoom, mais quand on était en visuel, on voyait les gens. Moi, j'étais chanceux parce que c'était le dernier. C'était le dernier cours, le dernier jour. Donc, tous les gens qui étaient là, ils se connaissaient. Il y avait 180 personnes. Oh, wow! Et c'est formidable parce que les gens sont détendus, ils parlent avec vous facilement. Puis, tellement de jeunes m'ont dit, tu sais, moi, je ne peux plus parler avec mes parents parce qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire, puis où je m'en vais. Puis ici, tout le monde me comprend. Ouais. Les gens de tous les âges, des cheveux blancs ou des jeunes comme moi, tout le monde comprend. Et je pense que c'est la vraie façon de rencontrer les gens. Il y a aussi les villages. Les gens se regroupent en villages, veulent de plus en plus se regrouper en villages, des éco-villages. C'est intéressant d'aller les rencontrer aussi, de les appeler, voir si on peut les voir. Oui, il y a des groupes Facebook, il y a plein de des groupes Facebook, mais il n'y a rien de mieux que le direct vis-à-vis visuel. C'est bien mieux que n'importe quoi d'autre. Puis d'imaginer un peu qu'est-ce qu'on a envie pour sa maison à soi aussi, j'imagine, parce que tu as dû voir d'autres maisons avant de fabriquer ta maison. On n'est pas là pour réinventer le monde, on est là pour utiliser ce que d'autres ont déjà pensé. Ouais. C'est pas la peine de le réinventer, de se casser la tête. Il y a plein de choses qui fonctionnent déjà. Il y a plein de choses qui marchent déjà. Il suffit d'aller les voir, aller rencontrer les gens, parler avec eux. Ils vont toujours être contents de vous aider, de vous donner leurs techniques. Moi, j'adore ce milieu-là. Il est vraiment extraordinaire. Puis qu'est-ce qui fait que les gens se trouvent un peu fous? Tu disais que tu es un peu fou, ils se trouvent fous. Qu'est-ce qui fait qu'on est fou de vouloir faire de vie en autonomie? Parce qu'on refuse la technologie. On veut vivre autrement. On veut pas avoir des paiements infinis. On veut profiter de la vie, en fait. Et ça, c'est tellement génial de profiter de la vie. Moi, j'ai 65 ans aujourd'hui. J'ai découvert tout ça vraiment à partir de l'âge de 58 ans à peu près. Ah ouais, OK, quand même. Fait que j'aurais aimé ça bien avant. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui, des jeunes qui partent dans des projets comme ça. Je dis, vous avez l'âge idéal? Moi, si je pouvais faire comme vous à votre âge, wow, ce serait génial. J'ai parlé hier avec un de mes anciens étudiants qui me dit, tu sais, il dit, moi, je vends tout. Okay. Je vends ma maison, je vends tout, puis je m'en vais en Alberta, complètement dans le nord de l'Alberta. Je veux m'éloigner de tout ça, je veux vivre avec des gens autour, pas collés sur moi, puis avec qui on va avoir des échanges parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. Ouais. Moi, je trouve ça fabuleux. Je ferais ça, là, tout de suite, si j'étais capable. Ben oui, ben c'est ça, mais c'est vrai que c'est difficile, puis que c'est pas tout le monde qui ont le goût. Puis au Québec, c'est ça, on disait, l'énergie solaire, ça peut sembler un défi pour les gens. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui... Ben non, c'est tout à fait vivant. J'ai plein de gens qui sont en autonomie depuis longtemps. Mon premier client autonome, ça fait 26 ans qu'il est autonome. Oh, wow! Et il m'a dit, pour rien au monde, je reviendrai me brancher sur un réseau. Je suis trop heureux ici. Oui, puis on se sent indépendant aussi, là, cette force-là. Ça c'est formidable. C'est au quotidien qu'on se félicite d'avoir fait ce choix-là.
Claire. Puis, est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues du gouvernement ou des municipalités ou d'Hydro-Québec? Pas encore. Pas encore? On est chanceux, on va croiser les doigts, puis on va faire nos choses vite avant qu'on nous mette des bâtons dans les roues, mais à date, il n'y en a pas. Fait que tu as pu faire ta maison. J'ai pu faire ma maison. Il peut y avoir parfois certaines municipalités un petit peu plus fancy qui vont vous dire « Ah, les panneaux solaires, on ne veut pas les voir. C'est pas beau. Il faut qu'ils sont cachés. » Mais moi, je suis dans le bois. Ouais. Non, c'est pas ton problème. On ne voit pas ma maison de la route. Moi, je suis tourné vers là où il n'y a personne. Puis, maison passive, tournée vers le soleil, qui reçoit le soleil, qui se chauffe avec le soleil, qui reçoit la lumière. J'ai de la lumière chez moi. C'est impressionnant, la lumière qui rentre. C'est des maisons très, très vives, très, très humaines, très faciles à vivre. Puis est-ce qu'il y a d'autres aspects d'autonomie dans la maison? Est-ce qu'il y a un petit jardin que tu veux faire? Oui, ça, c'est l'option numéro 2 sur laquelle je travaille, les jardins, une serre. Il y a plein de façons de faire des serres. On peut avoir une serre détachée de la maison, mais on peut avoir une serre attachée à la maison. J'ai des anciens étudiants qui ont mon âge, à peu près, ils sont dans la soixantaine, puis ils sont autonomes au niveau énergie, mais ils sont autonomes aussi au niveau nourriture, à 85 85 d'autonomie. C'est des gens très impressionnants. C'est des anciens cultivateurs bio qui étaient entourés de gens qui faisaient qu'arroser les cultures. Alors, ils en ont eu assez, ils ont tout décroché, ils ont tout laissé tomber, ils ont tout vendu. Et ils sont venus en autonomie, pas très loin de chez moi. C'est rigolo, c'est bien. C'est pratique pour avoir des conseils aussi. Ah oui, c'est formidable, les échanges qu'on a, c'est passionnant. Ça ressemble à quoi? Un poulailler, j'imagine? Ah, c'est un poulailler, c'est une serre semi-autonome, c'est tout travailler leurs aliments pour pouvoir les garder. Donc, les congeler, les cuisiner, les mettre en conserve, faire des lactofermentations, plein de choses comme ça. Ça, si jamais ça te tentait de faire ça, est-ce que tu pourrais avoir un congélateur dans ta maison? Est-ce que tu aurais l'autonomie énergétique pour le absolument, faire? Absolument. Le plus gros consommateur dans nos maisons, petites maisons de gens autonomes, c'est la réfrigération. C'est ça. C'est le plus gros consommateur. Puis est-ce que ça doit être un défi quand même de se dire, est-ce que je remplis mon frigo? Est-ce que il y a des choses qu'on met pas dans le frigo que monsieur, madame, tout le monde met dans le frigo? En fait, il y a des frigos maintenant qui travaillent avec des voltages de 12 volts, 24 volts et qui sont hyper énergétiques. C'est très impressionnant. C'est des consommations qui sont, je dirais, 10 à 15 fois moins que les frigos de nos maisons. Ah, wow, c'est très, très impressionnant. Oui, on peut congeler. Mes voisins, là, ils congèlent. Ils ont un immense congélateur qui marche à 24 volts, qui les remplit plein. Ils vont le remplir pendant l'automne, puis après ça, ils vont vivre avec ça. Ils vont le vider pendant la période hivernale. Ils ont 6 enfants. Vous imaginez le va-et-vient qu'il y a dans cette maison-là, les enfants, les petits-enfants. Et puis, ils nourrissent tout le monde avec ce qu'ils produisent. Ah, wow! Puis est-ce que tu connais tout le monde dans le village maintenant, proche de toi? Ou Je connais... moi, j'essaie d'aller à la découverte des gens qui pensent comme moi. Puis ça s'en vient, là. Je commence à en rencontrer de plus en plus. Ça m'intéresse parce que moi, je veux vivre en échange avec ces gens-là. C'est ça que je veux, moi. Oui, justement, parce que l'autonomie, des fois, si quelqu'un cultive des patates, pas nécessairement besoin de cultiver des patates, on peut cultiver autre chose. C'est exactement ça. À travers l'école Solutionera, on est quand même 22 profs là-dedans. Chacun donne des cours à sa façon. Il y a un prof qui parle de permaculture, donc il s'appelle Wen Roland. Et Wen dit, vous savez, d'être parfaitement autonome avec votre nourriture, c'est comme presque mission impossible. Parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, puis on n'a pas la terre qui convient à tout. Donc, quelle est la façon d'être autonome? C'est l'échange, c'est échanger avec les autres. C'est dire, moi, ma terre, elle est très bonne dans les patates. Parfait, on va faire des patates, je vais échanger contre des carottes, puis je vais échanger contre autre chose. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Souvent, je travaille avec les jeunes qui sont dans des tiny. Ils viennent chez moi, on passe une journée et demie, 2 jours à monter tout leur système solaire. Ils partent avec ça, ils l'installent chez eux, puis ils me disent, combien je te dois? 2 jours de travail. Ça, c'est formidable. J'ai rajouté une véranda à ma maison. J'avais 2 jeunes qui me devaient 2 jours de travail. Ils m'ont fait tout le toit en 2 jours. Avec ça, c'est le plus bel échange qu'on puisse avoir.
C'est le fun parce qu'ils viennent travailler 2 jours, on parle, on rigole, on mange ensemble, on parle de nos projets. C'est le plus beau salaire qu'il n'y a pas. Ben oui, là, c'est pas rentrer dans son travail, avoir un boss qui regarde. Puis, puis qu'est-ce qu'ils font comme travail? Parce que toi, tu es professeur, mais qu'est-ce qu'ils font les autres comme travail qui peuvent vivre là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des travails un peu plus funky? Parce que je trouve ça quand même intéressant de me dire, je me dis, est-ce que moi, j'aurais le travail pour aller là? Par exemple, je vais apprendre 2 jeunes qui sont pas très loin de chez nous avec qui j'ai travaillé pour rendre leur maison, leur tiny, parce que c'est une tiny, elle n'est vraiment pas grande, hein? Beaucoup plus petite que celle qui est là. OK. Puis leur tiny est autonome et elle a fait des bijoux. OK. Donc elle a tous ses appareils pour travailler ses bijoux. Et lui, il travaille dans la construction. Donc quand il est venu faire mon toit, il était à l'aise, il faisait sa job. Ben oui. C'était vraiment intéressant. Fait qu'il y a des gens qui vont maintenant pouvoir travailler à la maison. Oui. Avec le télétravail. Avec le télétravail. Bon, du coup, ça change toute la dynamique. Ils avaient déjà un chalet, ils vendent ce qu'ils ont à Montréal, ils s'installent dans leur chalet, ils veulent être à plein temps. Ils disent, moi, je veux un ordi qui marche toute la journée. Je dis, oui, c'est faisable. Il n'y a pas de problème, on va le faire. Est-ce qu'il faut accumuler l'énergie aussi? J'imagine qu'il y a des batteries. Comment ça fonctionne? Je sais que tu les mets, les batteries. Est-ce que ça prend de la place? C'est une très bonne question. Ayant une toute petite maison, puis on retrouve ce même problème avec les tiny où on n'a pas d'espace. Puis les batteries qu'on connaît au plomb, les grosses batteries pesantes au plomb, prennent trop de place. Ouais. On ne peut pas les mettre dans les maisons. Si on les met dehors, on peut les mettre dehors, puisque dans ma micro-maison, elles sont dehors. Ben oui, mais je perds 45 d'efficacité sur ma batterie. Oh là là, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Fait que les périodes hivernales, avec pas beaucoup de soleil, je fais attention à tout. Et maintenant, il y a la technologie au lithium qui est arrivée, mais qui s'installe. C'est absolument fabuleux. Je suis en train d'apprendre ces batteries-là, de vivre avec, de les essayer. C'est vraiment impressionnant. Parce que tu les mets quelque part, j'imagine, avec le bateau. Est-ce que tu essaies de les mettre quelque part de pratique? Oui. Ben, tu vois, la batterie lithium que j'ai remplace les 8 batteries à plomb que ça m'aurait demandé. Oh là là, OK, oui. Là, j'ai 3 petites qui sont juste empilées. C'est comme un système de son. Ça reste comme un système de son, puis j'en ai 3 modules. Puis voilà. Okay. C'est toute la place que ça prend. Ah, c'est vrai. Puis, est-ce qu'il y a des batteries? Ça dure combien de temps une batterie comme ça? Est-ce que quelqu'un qui est autonome peut vraiment pas voir d'être humain quasiment pendant des mois, des années? Oui, une batterie. Mettons des batteries à plomb de qualité, bien gérées. Elles vont avoir des durées de vie de 10 ans. Okay. Si on prend des batteries lithium, puis qu'on fait attention à ces batteries-là aussi, on va avoir 15 ans de vie sur ces batteries-là. C'est un amortissement qui est quand même long. Les panneaux solaires, est-ce que ça dure aussi longtemps? Ça dure 40 ans, des panneaux solaires. 40 ans? Oui, ils sont en train de construire en Europe les premières usines de recyclage des premiers panneaux qui ont été construits il y a 40 ans et plus. OK. Oui, c'est ça, parce que j'ai appris que comme c'était pas... il y avait beaucoup de questionnements par rapport à la recyclabilité des panneaux, mais c'est peut-être juste parce qu'on n'avait pas besoin de les recycler parce qu'ils étaient encore... Non, parce qu'il n'y en avait pas. Puis quand il y a du verglas au Québec, ou tu sais, quand on a de la grosse grêle... Aucun problème. Aucun problème? Non, parce qu'on a des techniques de positionnement des panneaux solaires selon les saisons. OK. Et dans la période hivernale, les panneaux solaires sont droits, sont à la verticale, complètement. OK. Donc la grêle, la pluie, la neige, aucune importance. Ça marche pareil. Puis est-ce que c'est un rêve pour toi que ça soit implanté à plus grande échelle, les panneaux solaires? Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, ma mission à moi, c'est donner l'autonomie, mais aussi enlever le plus de génératrices possible en fonctionnement parmi nous. Oui, puis de ne pas toujours dépendre. De pas toujours dépendre de l'Hydro-Québec, des pétrole, aléas de la météo. Oui, exactement, c'est en plein ça. Tu sais, quand il y a des pannes au village, moi, je ne le sais jamais. Ah oui! Je l'apprends toujours après. Mais je dis, bon, OK. Fait que quand il y a des crises de verglas, pour toi, c'est pas nécessairement un problème. De toute façon, aucun problème. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Au contraire, ce que j'ai découvert, c'est que quand mon Wi-Fi marche bien, c'est parce qu'il y a une panne de courant et puis personne ne se branche. Et moi, j'ai tout le réseau pour moi tout seul. C'est formidable. Ah, ça, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est une bonne façon de voir ça. Puis là, je disais tantôt l'autonomie dans d'autres façons. Est-ce que peux-tu penser au recyclage de l'eau aussi? Est-ce que tu as une toilette avec de l'eau potable? Branchée à l'eau potable? Faire ses besoins dans de l'eau potable, ça me dépasse.
complètement. Je suis totalement opposé à ça. Je vis dans un endroit, j'ai un choyer de la vie, j'ai de l'eau qui n'a pas de goût. Et quand les gens viennent chez moi et qu'ils boivent l'eau, ils disent « Oh, wow, qu'est-ce qu'elle est bonne! » Ben oui, elle n'a pas de goût. Elle goûte à rien. Elle goûte l'eau. J'ai des amis qui sont arrivés avec leur café. Puis quand ils ont fait leur café, ils disent « J'ai jamais goûté mon café comme ça. » C'est un nouveau goût que je découvre sur mon café parce que l'eau est tellement extraordinaire. Mais elle vient d'où, cette eau-là? C'est un puits? Elle vient d'en dessous. Un puits, oui. 11 pieds de profond, j'ai mon puits. Je suis dans le sable. Donc, j'habite sur le filtre. Okay. Donc, j'ai de l'eau qui est très filtrée, qui est incroyable, qui est glacée. Même à 11 pieds, elle est glacée. Puis, j'ai de l'eau toute l'année. Wow! Alors, l'eau, je ne la mettrai jamais dans mes toilettes. Non, c'est ça. Donc, j'ai des toilettes à compost. OK. Puis, tu sais, on parle toujours de... Dans la maison ou à côté? OK. Oui, dans la maison. Puis, c'est hyper simple. On a toujours... les gens vont acheter des grosses machines qui vont composter un seau et puis des copeaux. Des copeaux de bois. Et on bois. est en business. Et après ça va composter. On fait composter ça pendant 2 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas des bactéries qui passent à travers, etc. Puis après ça, on en fait ce qu'on veut. On peut mettre au pied des arbres, on peut mettre dans nos jardins. Ça, souvent, les gens disent « Ah, tu mets ça dans ton jardin. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. » J'ai dit « Mais vous savez, les fosses septiques, quand il est vide, qu'est-ce qu'ils font avec? » Oui, c'est vrai. Poser la question, qu'est-ce qu'ils font avec? Beaucoup de ces matières-là sont rejetées dans les champs, donc sont livrées chez les paysans, qui les mettent dans leur réservoir. Là, c'est au roue qu'on voit avec le tracteur puis que ça gicle partout. Là. C'est ça, wow! Puis rendez-vous compte que vous mangez les légumes qui sont cultivés dans ces champs-là. Vous êtes mieux de manger mes légumes à moi, parce que moi, mon compost, il a 2 ans d'âge. Si jamais il va dans mon jardin, donc il est complètement composté. Wow! Puis est-ce que ça prend-tu de la place comme compost? Non, ça prend pas de place? On crée un endroit, on va le composter, ça dépend si on a de la visite ou pas. Ouais. Donc selon le volet, tu dis j'arrête cette année-là, puis je change de place. OK. Donc j'en démarre un autre un petit peu plus loin ou à côté. On va porter le seau dans le fond. Tu vas porter le seau, tu vides ton seau. Ça aussi, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ouais. De gérer ses propres déchets. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ben oui, parce que c'est de revenir à la source, c'est juste de boucler le cycle. Absolument, parce que quand on y pense, les toilettes à eau, qu'est-ce qu'on fait? On va transmettre à d'autres le soin de gérer nos déchets. C'est pas normal qu'on ne gère pas nos déchets nous-mêmes. Ça, évidemment, c'était une tour à Montréal, mais quand on est en campagne, je trouve qu'il faut faire le cycle, gérer soi-même ses propres déchets, les réinvestir dans son jardin ou dans des arbres fruitiers, qu'on va reprendre et on refait un cycle. Puis, pas besoin d'acheter du compost aussi. Pas besoin d'acheter, une économie puis on a le meilleur du compost, parce qu'avec tout ce qu'on mange, ça donne un compost incroyable. Et que ce soit notre compost de nos crottes, je dirais, entre guillemets, ou que ce soit le compost de notre table, on a des composts extraordinaires. Tout ce qu'on met dedans, toute la quantité de plantes, de légumes qui viennent de plein d'endroits, ça donne des composts qui sont extrêmement riches. Et on a des surprises, puisque des fois, on met son compost dans son jardin, puis on a plein de tomates qui se mettent à pousser comme ça, parce que les graines sont restées dedans. Oh oui! Oui, les graines restent dedans, et on va se retrouver avec des courges. Tout d'un coup, on a une courge qui se met à pousser au milieu de nos carottes. Que tu n'avais pas planté là. Que tu avais planté là. Tu dis, regarde, il y a une graine qui est restée dedans puis qui est repartie. Oh! Ça, c'est des beaux cadeaux. Oui, c'est ça. Ça doit être un petit cadeau de la nature, de la voir, de la découvrir. Moi, je suis pas un gars, je suis un gars de bateau, je suis pas un gars de jardin. Puis je découvre le jardin, puis c'est passionnant. Ça va avec la maison, ça va avec l'autonomie, ça va avec tout. Habite ensemble. C'est un ensemble, c'est un tout. Puis je trouve que quand on est jeune, je dirais, moi, à partir de 25 ans et plus, parce qu'avant, on n'a pas les moyens financiers, mais faire de la permaculture, c'est dans le temps. C'est que la maison, le jardin, l'environnement, c'est un tout. Et ils vivent ensemble. Là, ça se fait sur du temps. On va étudier, on va essayer. Puis après ça, on va arriver dans un milieu qui va être absolument fabuleux.
qui va fonctionner tout seul. Ah, c'est super inspirant. Mais là, OK. Fait que si, mettons, moi, je veux commencer ça, moi, je suis une citadine, là, j'ai toujours habité à Montréal, mais je suis capable de me débarrasser de l'essentiel. J'ai un bidet, je suis capable de gérer mes déchets. Absolument. Je suis capable de gérer ça. Il faut s'entourer de personnes. Oui. Il faut aller dans des écoles, apprendre le savoir. Apprendre le savoir, c'est très important. C'est, même si ça coûte de l'argent de le faire, le meilleur conseil que je puisse vous donner, faites-le. Ouais. Profitez de l'expérience des autres. Faites pas vos propres expériences tout seul. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte du temps. Essai-erreur. C'est essai-erreur, c'est du temps, c'est des découragements. Investissez une partie de votre budget là-dedans. Vous allez voir, vous allez ressortir de là riche. Tout ce que vous aurez ramassé là, ça va être une richesse incroyable que vous allez utiliser tout le reste de votre vie. C'est vraiment un investissement, c'est pas une dépense. Non, c'est ça. C'est ça qui est important. Fait que le savoir, l'entourage, y aurait-il un troisième petit conseil à avoir? Ça, c'est un conseil important. C'est financièrement, essayer de vivre sans les banques derrière vous. Okay. La vraie autonomie, c'est de prendre son temps, de construire sa maison à son rythme. Moi, je fais ça. J'ai aucun emprunt par rapport à une banque. Mon argent rentre, j'en garde un petit bout pour moi, puis le reste pour la maison. OK. Wow. Mais ça ne me coûte rien de vivre, moi. Oui, c'est ça. La retraite, dans le fond, c'est la maison. Oui, moi, je vais à la retraite, j'aime tellement ce que je fais que si un jour je m'arrête parce que je ne peux plus, mais j'aime trop ce que je fais, c'est passionnant. Puis essayez toujours de vous débarrasser de tout ce qui va être un poids que vous allez traîner derrière vous. Prenez votre temps, souffrez un peu pendant que vous construisez, et après ça, vous allez voir, cette souffrance, ça va devenir un bonheur. C'est vivre dans des environnements comme ça. J'ai des arbres chez moi gigantesques, font 30, 40 pieds de haut. Vivre en dessous, vivre avec eux, avec tous les oiseaux, tous les animaux qui sont autour, c'est... Je ne changerai jamais ma place. Ben oui. Donne-moi $1 million, j'en ai rien à foutre. Je veux rien, je veux pas le savoir. Parce que tu veux pas acheter des choses, tu veux juste profiter de cette maison-là. Moi, je veux vivre, je veux échanger avec les autres, je veux partager avec les autres, je veux manger avec eux, rire avec eux, prendre l'apéro avec eux. C'est ça qui est passionnant. Puis est-ce que tu as un petit rêve à petit moyen terme qui n'est pas nécessairement pour toi, mais pour la vie, pour le monde, je sais pas, pour l'autonomie en général, quelque chose pour finir sur cette note inspirante? C'est de pouvoir développer l'autonomie dans tout, dans la bouffe, dans les échanges, dans tout en fait. C'est de ne pas être tout seul. Pas être seul. Tout seul, on va nulle part. Ça, c'est hyper simple. Ça, j'ai appris ça. Tout seul, on va nulle part. Il faut échanger absolument avec les autres. Puis, si vous êtes capable de faire ça, sky is the limit. Faites ce que vous voulez. Ah, mais c'est super. Oui. On va conclure là-dessus. Donc, Solution RH, si on veut regarder ça. Quelle autre école qu'on pourrait regarder? J'ai pas de nom qui me viennent là à l'instant, mais fouillez sur le web, vous Internet, allez trouver. autonomie, oui, absolument. Permaculture, permaculture, micro-maison. Oui. Ça. Ce qui est bien avec Solution RH, c'est qu'ils sont là, on est au Québec, ils sont juste là à côté de nous. Puis vous allez rencontrer des gens qui habitent peut-être à côté de chez vous, puis vous ne le savez même pas. Vous allez dire, voyons, on partage les mêmes choses. Ça m'est arrivé, pas à moi, mais des élèves dans le cours. OK. Ils disent, mais voyons, on habite à côté, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais rencontrés? On a les mêmes idées. Attends un peu, on va échanger nos adresses, on va se voir. Oh, wow. C'est fabuleux. Puis, Solution RH, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de profs. On est 22, je pense, 22 profs. Puis vous allez avoir des cours sur tout. La construction, les murs, les champs magnétiques, l'électricité, les poules, comment on élève des poules, la permaculture, tout ce que vous pouvez imaginer. Wow, ben c'est super inspirant. Ben, merci beaucoup, Rémi, pour ça m'a fait plaisir. entrevue. Moi, je suis toujours ouvert c'était à dire à tout le intéressant. monde que vous êtes tous capables, puis vous allez tous arriver. Let's go, autonomie. Yes. Let's go. Yeah. Ben, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci.